Bonjour, je suis Leslie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Les Discordances. Nous allons ensemble aborder un point d'actualité. On va parler d'un pouvoir qui se regarde trop pour voir ce qu'il devient. D'un président obsédé par l'image au point d'en craindre le reflet. D'un pays qui parle de liberté d'expression tout en apprenant à s'en méfier. Dans les coulisses, les algorithmes remplacent les éditorialistes. Les filtres deviennent politiques et la vérité, elle, se négocie. Bienvenue dans l'ère où l'État veut réguler le miroir. Fin octobre 2025, au Forum de la paix à Paris, Emmanuel Macron adopte le ton d'un professeur fatigué. Devant un parterre de diplomates et d'industriels, il déclare « Nous devons reprendre le contrôle de notre vie démocratique et informationnelle ». Un mot domine tout, contrôle. L'ennemi, dit-il, ce sont les réseaux, la haine, les manipulations, les ingérences russes, les émotions virales. Mais derrière cette peur du chaos numérique, il y a celle plus intime de perdre le monopole de la parole. Macron n'en est pas à sa première conversion. En 2020, il découvrait TikTok comme on découvre une tribune. 15 millions de vues en 24 heures. Un président félicitant les bacheliers, chemise entrouverte et sourire calculé. L'image se voulait moderne, elle devient un mème. Puis vinrent McFly et Carlito, concours d'anecdotes filmés à l'Élysée, plan de drone, rire scénarisé. La comédie d'un pouvoir qui voulait séduire les jeunes et qui finalement confirma sa distance. Quelques mois plus tard, nouvelle tentative, une interview avec Hugo Travers, alias Hugo Décrypte. L'entretien, calibré et sans aspérité, s'acheva sur un constat implicite. La viralité se fabrique. L'adhésion, non. Le jeune youtubeur sera ensuite invité à la Maison-Blanche. Il posera une question à Donald Trump sous le regard complice et amusé de Macron. Une séquence parfaite. Le président influenceur qui rit de lui-même sans comprendre que c'est le monde qui rit de la mise en scène. Bruno Cotret, politologue de Cevipof, l'a résumé. Les plateformes ne fabriquent pas l'adhésion, elles révèlent la distance. C'est cette distance que Macron tente aujourd'hui de combler par la régulation. Car son échec n'est pas seulement politique, il est narratif. Il a perdu le contrôle du scénario. En 2024, la loi SREN offre à l'Arcom un pouvoir inédit. Bloquer sans décision judiciaire tout site jugé dangereux pour la sécurité publique. L'année suivante, en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement suspend TikTok après les émeutes. Le Conseil d'État dénoncera une mesure disproportionnée. Mais le message est clair, à défaut de maîtriser les images, l'État contrôle les canaux. Pendant ce temps, les chaînes d'information tournent en boucle sur les mêmes images et les mêmes mots. BFM Télé, CNews, France Info, 3 studios. Une seule source, l'AFP. Dominique Volton parle d'information circulaire. Chacun cite l'autre pour se rassurer. Choisir ce qu'on nomme, c'est déjà orienté. Lors des manifestations contre la réforme des retraites, les premiers articles évoquent quelques tensions. Sur X, anciennement Twitter, les vidéos montrent des charges violentes et des blessés. Il faudra 48 heures pour que les journaux télévisés admettent l'évidence. Ce décalage est devenu structurel. Les plateformes livrent l'image brute, l'État la version traitée. Et entre les deux, la confiance s'évapore. Il y a des rumeurs qui meurent de ridicule et d'autres qui prospèrent, parfois dans le vide. Celle visant Brigitte Macron appartient à la seconde catégorie. Elle apparaît pour la première fois sur YouTube en 2021 dans une vidéo marginale mêlant ragot et pseudo-enquête. L'Élysée choisit de ne pas réagir. Pas un mot, pas une ligne. Une consigne, ne pas nourrir le feu. Mais le silence, dans l'ère du flux permanent, agite comme un vide d'air. Il attire tout. Là où le démenti ferme, l'absence d'explication laisse ouverte la porte du soupçon. En 2023, Brigitte Macron porte plainte pour diffamation contre 2 autrices à l'origine de la rumeur. En 2024, le tribunal de Lisieux prononce une condamnation dans l'affaire qui rebondit jusqu'à l'étranger. En 2025, la commentatrice américaine Candace Owens reprend la théorie devant des millions d'auditeurs. L'Élysée, cette fois, dépose plainte aux États-Unis. Trop tard, la rumeur est devenue mondiale. Le monde y voit une tentative d'exporter le contrôle de la parole française. Ce qui interroge, ce n'est plus la rumeur elle-même, mais la gestion du silence.
Pendant plus de 3 ans, la communication présidentielle s'est figée dans une stratégie d'ignorance calculée, héritée d'un autre siècle. Autrefois, se taire valait dignité. Aujourd'hui, cela vaut soupçon. La sociologue Nathalie Hennick l'a écrit. Dans un univers saturé d'images, ne pas répondre, c'est confirmer. Jean-Michel Trogneux, frère de Brigitte Macron, n'a jamais pris la parole. Pas d'interview, pas de conférence, une discrétion que l'Élysée présente comme une forme d'élégance. Mais sur Internet, l'élégance ne protège pas, elle alimente la curiosité. Le journaliste Marc Edenveld, auteur de L'ambigu Monsieur Macron, le résume ainsi. Ce n'est pas la rumeur qui fragilise le pouvoir, c'est le pouvoir qui lui laisse l'espace de s'installer. Cette abstinence médiatique contraste avec la tradition des anciens présidents. Georges Pompidou, en 1974, confronté à la rumeur Markovic, celle de prétendues photos compromettantes de son épouse Claude, avait pris la parole publiquement. Il y voyait une entreprise de déstabilisation et il le dit avec une colère qui fit date. Sa réaction directe brisa net le cercle du soupçon. Il savait qu'en politique, le silence tue lentement. François Mitterrand, lui, n'avait jamais réellement nié l'existence de sa double vie. Il l'a simplement révélée tardivement. Il a choisi de la protéger, pas de la cacher. Son attitude entre pudeur et lucidité lui valut paradoxalement du respect. Chirac, soupçonné de financement occulte, opta pour l'humour et la présence constante. « Les affaires, je les regarde passer d'un œil distrait », dira-t-il. Un déni iconique et efficace. Même quand il mentait, il parlait. Ces présidents appartenaient à une époque où la parole suffisait à rétablir l'ordre symbolique. Macron, lui, a cru que le silence numérique valait maîtrise. Mais les réseaux n'oublient pas. Chaque jour, la rumeur ressurgit sous d'autres formes, dans d'autres langues. Ce qui aurait été une parenthèse médiatique dans les années 70 devient aujourd'hui un écosystème de contenu. À l'opposé de Macron, Nicolas Sarkozy avait compris l'importance d'occuper le terrain. Mais il en fit une addiction. Sous sa présidence, tout devint communication, déplacements millimétrés, confidences off, coups de fil à des éditorialistes favoris, scénarisation de chaque image. Pendant des années, ce contrôle du récit lui a permis d'amortir les scandales. Mais la mise en scène finit toujours par trahir le metteur en scène. Les affaires Big Malion, Bettencourt, les soupçons de financement libyen, puis la condamnation pour trafic d'influence ont fissuré l'armure narrative. Ce que la communication présentait comme des attaques politiques s'est mué en abus de pouvoir documenté. Le politologue Alain Garrigou l'avait prédit. Sarkozy a transformé la communication en pouvoir, mais le pouvoir ne supporte jamais la transparence. Macron, lui, a perfectionné le modèle. Il n'appelle plus les journalistes, il parle aux algorithmes. Mais le résultat est le même, le contrôle s'effrite et avec lui, la crédibilité du discours. Le philosophe Bernard Stiegler l'avait résumé en une formule prémonitoire. Quand le pouvoir croit maîtriser les écrans, ce sont les écrans qui gouvernent le pouvoir. La liberté d'expression française vit sous tutelle, pas une tutelle déclarée, mais un entrelacement d'intérêts, d'invitations, de dîners. Vincent Bolloré contrôle CNews, C8 et Europe 1. Patrick Drahi, BFM et Libération. Bernard Arnault, Le Parisien et Les Échos. Xavier Niel, Le Monde. 4 hommes, 4 empires, une poignée de conseillers qui choisissent les rédacteurs en chef et parfois les angles de leurs journaux. Officiellement, aucun d'eux ne dicte de ligne éditoriale, mais leurs intérêts s'y reflètent avec constance. Un ton favorable à l'entreprise, la méfiance envers les mouvements sociaux, la prudence vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ce que Pierre Musso appelle un capitalisme de connivence, la morale médiatique sert de vitrine au pouvoir économique. Et quand ces propriétaires se retrouvent face à la justice, la couverture médiatique se fait soudain plus timide. Vincent Bolloré a été mis en examen pour corruption dans des affaires africaines avant qu'un accord judiciaire n'éteigne les poursuites. Patrick Drahi a vu son groupe ébranlé par des enquêtes pour fraude dans plusieurs pays, mais la presse qu'il possède a à peine évoqué le sujet. Bernard Arnault a été cité dans des dossiers fiscaux. Xavier Niel a purgé une condamnation ancienne. Aucun plateau ne s'y attarde. Cette proximité du pouvoir et de la presse rend la censure inutile.
Elle est intégrée dans le réflexe. On n'interdit pas de parler, on évite de penser. Et ce qui se tait devient plus décisif que ce qui se dit. Le système médiatique en France fonctionne comme une machine à auto-justification. On croit encore à la liberté de ton, mais elle s'arrête là où commence le portefeuille des actionnaires. Quand un journaliste se permet trop d'audace, il est muté, relégué ou remplacé par les plus conciliants. La peur de perdre sa place remplace l'ordre venu d'en haut. Ceux qui dirigent les journaux sont parfois les mêmes qui investissent dans l'armement, le luxe ou la téléphonie. Ils vivent des marchés publics, côtoient les ministres et fréquentent les salons du pouvoir. Et on s'étonne encore que des affaires sortent sur les réseaux avant d'arriver dans la presse. Car c'est bien là la grande discordance. La vérité circule mieux là où elle n'est pas payée. Les plateformes numériques, honnies par les gouvernements, sont devenues les lieux où surgissent les fuites, les scandales, les vidéos interdites. Sans Twitter ou Telegram, le scandale McKinsey n'aurait pas franchi les murs de Bercy. Sans TikTok, les violences policières de Nanterre n'auraient pas provoqué la même onde de choc. Et sans Twitter, l'affaire Benalla aurait pu rester un dossier interne à l'Élysée. Les réseaux ne fabriquent pas de scandales, ils les révèlent. Ils sont le miroir de ce que la presse institutionnelle préfère ignorer. Mais ce miroir dérange. Et plus le pouvoir s'y voit, plus il veut le briser. Le conflit israélo-palestinien en a fourni la démonstration la plus violente. Pendant que les bombes tombaient sur Gaza, les chaînes d'information françaises parlaient de ripostes ciblées. Des communiqués officiels israéliens étaient repris mot pour mot. Amnesty International, Human Rights Watch ou encore le journal israélien Haaretz parlaient de l'apartheid, de punition collective, de violation du droit international. Mais ces mots restaient absents des plateaux français. Le récit dominant était celui de la peur occidentale de ne pas prendre parti. Sur X, sur Telegram, sur Instagram, les civils filmaient. Les images de quartiers entiers rasés, d'enfants évacués, de médecins épuisés circulaient malgré la censure. Les comptes étaient suspendus, les publications supprimées. Et pourtant, les vidéos revenaient, repostées ailleurs, traduites, archivées. Un diplomate israélien cité par The Guardian l'a reconnu. Nous avons perdu la guerre de l'image. Ce sont les téléphones qui ont gagné. Cette guerre du récit ne concerne pas qu'Israël. En Europe aussi, le pouvoir politique redoute la viralité. En Grèce, le scandale Predatorgate, révélant l'espionnage de journalistes et d'opposants, a d'abord circulé sur des sites indépendants avant d'être confirmé par la presse nationale. En Italie, les vidéos des manifestations contre la réforme Meloni ont montré des violences d'un pouvoir autoritaire que les journaux mettaient en sourdine. Et aux États-Unis, c'est sur les réseaux que les premières preuves des abus policiers à Minneapolis ont émergé, déclenchant un mouvement mondial. Partout, le schéma se répète. Sans la désobéissance numérique, la vérité reste administrée. Mais cette vérité a un prix, celui du chaos. Les plateformes brassent le vrai et le faux, le témoignage et la rumeur, l'enquête et la mise en scène. Elle amplifie parfois les mensonges, mais elle donne aussi accès à ce qui jadis restait secret. Elles ne sont pas pures, mais elles sont vivantes. Et dans un monde saturé de communication, le vivant est déjà une résistance. Si les Français croyaient encore en la sincérité de leurs dirigeants, ils ne chercheraient pas ailleurs. Mais la parole politique s'est vidée de sens, rongée par le marketing et les éléments de langage. On ne parle plus pour informer, mais pour contenir. On ne répond plus pour convaincre, mais pour corriger une image. La défiance populaire n'est pas née d'un hashtag, elle vient de l'exemplarité disparue de ceux qui prétendent la restaurer. Les scandales à répétition, les affaires classées sans suite, les passe-droits, les arrangements fiscaux, les doubles discours, tout cela nourrit la lassitude, pas la haine. Et quand les gouvernants dénoncent la désinformation, ils oublient que ce sont leurs propres silences qui l'ont fait naître. Avant que les réseaux n'existent, les mensonges venaient d'en haut. L'invasion de l'Irak, les armes imaginaires de destruction massive, les interventions pseudo-humanitaires en Libye, les guerres démocratiques en Syrie, autant de récits officiels relayés sans recul et corrigés beaucoup trop tard. Ces erreurs ne venaient pas des internautes, mais des rédactions alignées sur la raison d'État. Aujourd'hui, la désinformation n'est plus un accident. Elle est un instrument de pouvoir et la régulation devient son nouveau nom.
Pendant ce temps, les Français désertent les JT et les éditoriaux. Selon Ipsos, 72% estiment que les médias ne reflètent plus la réalité du pays. Les podcasts indépendants dépassent parfois les programmes politiques des grandes chaînes. Les allocutions présidentielles sont moins vues que leurs parodies. Le pouvoir voulait réguler Internet, c'est Internet qui régule le pouvoir. La République parle encore de liberté d'expression, mais elle la veut domestiquer, propre, inoffensive. Une liberté sans désordre, sans surprise, sans bruit. Mais une parole domestiquée n'est plus une liberté, cela devient de la communication. Le monde de l'information ressemble à un vieux poste radio. Toutes les fréquences se brouillent. La vérité, elle, ne disparaît pas, elle se disperse. Elle se cache dans les images qu'on floute, les phrases qu'on coupe, les questions qu'on évite. Et au milieu de ce vacarme, la France cherche encore la sienne. Je suis ravie de vous avoir présenté cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des nouveaux propos d'Emmanuel Macron concernant la régulation des réseaux sociaux en commentaire de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce premier travail que je vous propose sur la chaîne Les Discordances, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, car vous allez retrouver de plus en plus de contenu de ce style et en parallèle d'autres affaires qui seront encore plus poussées dans le détail en podcast sur Spotify. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et je vous retrouve très bientôt, soit sur l'Intrigante, soit sur Les Discordances pour une prochaine vidéo.